Et ce débat sur le retour ou pas de l'AES dans la CEDEAO Moi, je ne suis pas d'accord avec... je suis absolument pas d'accord avec les autorités sénégalaises. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité au moment où on sait ce que la CEDEAO a été comme instrument, que de vouloir demander aux pays de l'AES de revenir. Moi, ce que je pense qu'il va se passer, le temps me donnera raison ou pas. Le panafricanisme, il est également en marche au Sénégal, non? Moi, j'ai plus de distance critique. Ah oui? Avec, quand je vois le président Bassirou Diomaye Faye, je vais vous donner mon analyse. Et tout le monde sait que j'aime profondément le Sénégal. J'ai l'impression qu'il y a eu la période de campagne, de rupture. Et puis maintenant, il y a la praxis. Parce que le Sénégal est un élément géostratégiquement vital pour la puissance néocoloniale. Et même s'il va avoir la renégociation de certains contrats, il n'y aura pas la rupture annoncée. C'est ce que je crains. Je peux me tromper, je prie pour. Mais quand je vois Diomaye Faye qui demande à réintégrer les pays de l'AES, moi je pense que c'est une faute politique. Et que l'avenir de la sous-région, le temps me donnera raison ou pas. Si la Côte d'Ivoire n'est plus sous le contrôle de Ouattara, si le Bénin n'est plus sous le contrôle, et ça arrivera, de Patrice Talon, ce qui risque de se passer, c'est qu'en termes de dynamique politique, l'AES risque d'avoir une empreinte matricielle dans une nouvelle structure qui verra le jour. Ce sera peut-être l'Alliance des États du Sahel et des pays d'Afrique de l'Ouest. Ce sera peut-être un nouvel acronyme, ça sera peut-être une nouvelle appellation, ce sera peut-être la SAO, j'en sais rien. Mais la CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui, les peuples n'en veulent plus. Les peuples se sentent trahis, beaucoup de gens se sentent trahis. Je ne parle pas... Diomaye Faye a venu pour qu'ensemble, on puisse de l'intérieur transformer les choses. Les révolutions de l'intérieur ont montré généralement qu'elles échouent. Et de ce que je vois de Diomaye Faye, je le sens beaucoup plus aspiré par un système qui l'a précédé que lui qui aspire le système. C'est ce que je pense. Donc moi, en tout cas, je souhaite bonne chance là-bas, mais je me sens beaucoup plus proche, clairement, d'un pays comme le Niger, d'un pays comme le Burkina, comme le Mali, que de la gouvernance de Diomaye Faye aujourd'hui, très clairement. Moi, je fais partie de ceux qui auraient voulu que si Sankara n'ait pas été assassiné, qu'il puisse diriger pendant 20 ans, ça ne m'aurait pas dérangé. Moi, c'est Kémy Séba. Je sais qu'ici, il y a des gens de son vivant, comme il l'a dit dans sa dernière interview, il a dit « je me sens incompris par mon propre peuple ». Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai du mal à encaisser. Aujourd'hui, je vois tout le monde qui porte les t-shirts de Sankara, mais de son vivant, beaucoup de ceux qui sont ici l'ont combattu. Qu'on puisse le dire. Chaque peuple a sa réalité, et je pense qu'il faut qu'on soit capable de créer nos propres systèmes sur le terrain endogène. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et toujours est-il qu'il faut consulter le peuple. Tout à fait. Oui, trouver le moyen de consulter le peuple. Tout à fait. Tout à fait. C'est très important. Bon, moi, je ne suis pas encore président du Faso, mais si vous voulez, je pourrais transmettre ça au président du Faso quand je le verrai. Mais c'est à lui qu'il faut s'adresser. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à lui dire. Il faut lui dire. D'accord. Alors, en parlant de coups d'État au Mali, au Burkina, au Niger, vous dites également que d'autres pays vont rejoindre cette dynamique-là. Justement. J'ai dit ils vont rejoindre la dynamique d'autodétermination. C'est vous qui avez résumé ça. La dynamique des coups d'État. Déjà, je n'utilise pas ce terme. Ah d'accord. Je parle de restauration de l'État. Vous parlez de dynamique... De restauration de l'État et dynamique de souveraineté. Oui. Mais pas de coup d'État. Coup d'État est une appellation qui, généralement, comment dirais-je, n'est pas liée à, par la suite, une volonté d'expression populaire et de soutien de bon nombre de gens. Or, je trouve qu'au Faso, même si je sais qu'il y a des opposants au président, j'en vois aussi, j'en croise dans la rue quand ils me reconnaissent, etc., et qui me saluent, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent le président. Penser que ceux qui critiquent sont majoritaires, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Bon, c'est difficile, effectivement. Mais c'est pour ça qu'on le verra, on le verra prochainement. Voilà. Tant que mais là, il y a eu, la dernière fois... le président a été élu, c'est ça? Comment ça s'est passé? Ce sont des assises nationales, justement. Voilà. Et dans ces assises, quel est votre regard sur ces assises nationales? C'est déjà une bonne chose de repartir, parce que c'est ce que disent les textes, de repartir vers ces assises. Donc vous êtes satisfait? Qu'est-ce qu'on fait de la suite de la transition? Donc vous êtes satisfait sur ces assises? Je ne saurais le dire, mais déjà, l'approche même si je vous entends faire des critiques, même si vous êtes content de... Il y a des Burkinabés qui estiment que l'ensemble des forces vives, en tout cas, les acteurs les plus représentatifs, n'ont pas été de la partie, par exemple. Ah bon, comme qui?
Quand vous voyez par exemple, les partis politiques les plus représentatifs n'étaient pas à ces assises. Pourquoi? Ils ont donné leurs raisons. Oui. Et elles étaient lesquelles? Je les ai entendues. Il y a la suspension des activités des partis politiques qui est toujours en cours. Ils estiment que dans ce contexte-là, c'est difficile de se réunir pour désigner des représentants. Et puis, vous savez qu'en temps de guerre dans un pays dont je critique la politique de manière constante, et un homme politique que je méprise profondément politiquement, mais qui est un héros pour les Français, le général de Gaulle, vous savez qu'en temps de guerre, en temps de tension, les partis politiques étaient suspendus. Ce n'est pas une norme spécifique au Faso. Tous les pays qui sont en guerre... et si les partis politiques sont suspendus, à quoi ça sert de les inviter alors? Mais c'est pas parce qu'on suspend une structure qu'on fait disparaître l'entité civique des personnes qui sont à l'intérieur de cette structure. Mais les personnes à l'intérieur ne peuvent pas décider sans les structures. Moi, je vous donne un exemple. C'est des outils démocratiques. Non, je vous donne un exemple pour montrer que ce que vous dites là, pour le coup, ne tient pas. Malgré tout, on a toute mon affection pour vous. Moi, je suis dans un pays qui s'appelle le Bénin, où la plupart des partis politiques et des structures politiques qui sont en désaccord avec la direction très france-africaine de notre président ne sont même pas autorisés à exister politiquement. On n'a même pas le droit d'avoir le récépissé pour ceux qui sont dans cette démarche-là. Vous pensez que nous, ça nous empêche de nous réunir? Vous pensez que nous, ça nous empêche de nous exprimer? Je suis plus audible, moi, qui n'ai pas la reconnaissance de ces gens-là, que la plupart des gens de la classe politique béninoise. Ça doit bien faire comprendre que quand on veut se faire entendre, il y a toujours des moyens de le faire. Et là, on a la chance d'avoir dans ce pays, vous dites que les structures politiques ne sont pas reconnues en tant que telles ou n'ont pas le droit. Il y a une suspension. Mais malgré tout, il a convoqué les gens pour qu'ils puissent venir s'exprimer. Je pense qu'à un moment donné, certains veulent cracher dans le puits et d'autres veulent y prendre de l'eau. Moi, je pense que, comme me dit l'adage des anciens, c'est l'avis de beaucoup de gens, je pense. Alors, justement, puisqu'on parle de politique, on est pratiquement en fin d'émission. Déjà Kémy Séba, candidat à la prochaine présidentielle au Bénin? Vous savez, on est dans un pays... Parce qu'on en entend parler. Hein. Oui, beaucoup de gens, on ne va pas le cacher, beaucoup de gens au Bénin le souhaitent, mais je vais être très clair. Comment parler d'élection quand le code électoral exclut les 3/4 des candidats, et pour le coup, qui n'ont pas le droit de concourir. Auparavant, il y avait des candidatures libres qui étaient autorisées. Et c'était le meilleur gagne, celui qui était le plus capable de toucher le peuple. Patrice Talon a cassé l'opposition, a exclu l'opposition. Et les gens disent... C'est pareil au Sénégal. Écoutez bien, les parrainages. Non, parce que la différence, c'est que les parrainages, ça ne nécessite pas qu'il y ait un parti homologué par le pouvoir qui puisse se présenter. C'était pas pareil. Tout ça pour vous dire, et pour répondre à votre question qui était importante, que moi, je serai dans les institutions au Bénin prochainement. Ah oui? C'est sûr. Non, ça viendra tôt ou tard. Mais j'ai le temps, ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 2 ans. Mais je ne participerai pas à des élections truquées. Et tant qu'il n'y aura pas de modification du code électoral, il n'y a rien qui pourra se faire. Et il n'y aura pas d'élection, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est très important, il n'y aura pas d'élection avec ce code électoral-là. Là, vous voyez que partout, c'est les mêmes problèmes. Vous mélangez les problèmes. Au Burkina, on vous dit on est suspendu, on ne peut pas participer à des assises que certains qualifient de mascarade. Vous savez, mon cher frère, il faut coûte que coûte participer, mais de l'autre côté... Je sais que vous faites semblant de ne pas comprendre, mais je ne vous en veux pas, parce qu'en dehors, vous avez un autre discours, mais vous faites semblant de ne pas comprendre qu'il y a les problèmes horizontaux, les problèmes verticaux. Vous avez à la tête de votre pays quelqu'un qui résiste à un système qui est responsable de la déstructuration de notre vie politique depuis trop d'années. Nous, on a à la tête de notre pays quelqu'un qui collabore massivement à ce système néocolonial qui est responsable du délitement de nos structures politiques depuis tant d'années. Et si la sous-région est malade, elle est malade en priorité, parce qu'on a des élites comme celle de mon pays qui ont décidé d'agir en vassaux des entités exogènes que j'ai précitées. Et donc, mélanger les problèmes du Faso, qui réside avec un dirigeant qui résiste à la guerre, avec les problèmes du Bénin, où on a un dirigeant qui collabore avec les faiseurs de guerre, je trouve que c'est objectivement de la naïveté politique. L'autre sujet vous concernant justement l'actualité, c'est aussi cette affaire de déchéance de nationalité. Où en êtes-vous aujourd'hui avec ça? Écoutez, moi j'ai brûlé mon passeport, donc pour moi l'histoire elle est réglée. Et le Conseil d'État apparemment est très embêté en France parce qu'ils estiment que la décision du ministre de l'Intérieur n'est pas si légale que ça. Normalement la décision de déchéance aurait dû sortir depuis longtemps, mais ils sont très embêtés parce que la procédure du ministre de l'Intérieur a été un peu bâclée. Ils n'ont pas fait leurs choses intelligemment. Moi j'ai brûlé mon passeport, ce qui est un acte civique fort, même si je sais que j'ai toutes les chances de le garder, d'accord. Et j'ai rédigé une lettre que j'ai donnée à mon avocat Juan Branco,
qui est un avocat et un militant anti-impérialiste français, qui stipule que si le Conseil d'État me donne raison, la lettre sera donnée pour que j'abandonne moi-même la nationalité. Parce que je suis à une période de notre combat politique où je crois qu'il est important de créer, même si le Conseil d'État risque de me donner raison, de créer une scission. Non pas avec le prolétariat français que j'aime profondément et dont je suis très proche de beaucoup de gilets jaunes, de beaucoup de structures prolétariennes, mais c'est en dénonciation de la politique néocoloniale du gouvernement que je suis arrivé à cette réflexion. Pendant un certain nombre d'années, j'estimais que ce n'était pas nécessaire de le faire. Et certains Africains trouvaient que c'était un paradoxe quand même. Ils ont le droit. Bon, Aimé Césaire est né en France, il était plus anti-impérialiste que beaucoup de corrompus ici. Donc la question n'est pas ou ailleurs, ou au Bénin ou ailleurs. C'est pas parce que vous naissez dans un pays que vous êtes, comment dirais-je, vous devez être d'accord avec la politique criminelle de votre pays. J'en suis la preuve. Je suis béninois, je suis contre la politique de mon président. Je suis né en France, je suis contre la politique de la France. Malcolm X est né aux États-Unis, c'était l'un des pires détracteurs de la politique américaine. Il faut qu'on élève nos cerveaux. Sinon, on va risquer de tomber dans la naïveté. Maintenant, par contre, quand je brûle ce passeport, c'est un signal aussi pour les nôtres qui sont prêts à tout pour la France, qui pensent que sans la France, ils ne sont rien. Leur dire qu'on peut exister sans la France, qu'on peut mener nos vies sans la France, qu'on peut mener nos vies sans les avantages de la France. Je perds beaucoup en le brûlant. Si je veux, demain, je me lève et je fais une demande pour le obtenir. Parce que comme je vous dis, normalement, la décision du Conseil d'État aurait dû être donnée depuis longtemps. Et mon avocat et d'autres spécialistes disent que si le Conseil d'État n'a pas réagi, c'est parce qu'ils sont très embêtés par rapport à cette décision. Est-ce que ce n'est pas quand même irrespectueux de brûler un passeport? Si vous saviez le nombre de Français, blancs prolétaires, qui m'ont écrit et qui étaient émus aux larmes du geste que j'ai fait, parce qu'ils ont compris le message que je donnais. Ils ont compris ce que dans mon discours, j'ai bien dit que je n'attaquerai jamais le peuple français. J'attaque l'oligarchie. Il faut que vous veniez un jour à mes meetings que je fais dans la diaspora, on réunit comme en Afrique des milliers de gens, et vous verrez que s'il y a une majorité de noirs, mais on a aussi plein de blancs qui viennent. Les gens comprennent que c'est à l'élite corrompue que je m'attaque, pas au peuple. Quand Mandela brûlait son laissez-passer en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, certains ont dit la même chose. C'est irrespectueux vis-à-vis. Le passeport, c'est un symbole, c'est comme le drapeau. Mais certains Français ne sont visiblement pas d'accord avec vous. Mais je rebondis dessus. Quand Mandela, et je ne me compare pas à mon aîné, que j'aime profondément, brûlait le document officiel sud-africain en dénonciation des lois injustes, de la politique injuste de l'Afrique du Sud, qui était l'équivalent du passeport à l'époque. Les gens ont dit c'est irrespectueux pour le pays. Mandela a dit tant que ce pays aura une politique raciste, ségrégationniste et impérialiste, je ne veux pas avoir ce document. L'histoire lui a donné raison. Donc soyons patients avec l'histoire. Voilà. Nous sommes en fin d'émission. Je regrette que ça soit passé si vite, mais je suis très content de cette interview. Oui, très content et justement avec beaucoup d'espoir pour l'AUS. Vous pensez que la dynamique, elle est enclenchée? Beaucoup d'espoir. L'espoir n'exclut pas le contrôle, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup plus d'espérance par rapport à ce qui se passe ici que dans bon nombre d'endroits dans le monde.